Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Vous le savez, ça fait bien 8 ou 10 ans que les experts en cybersécurité documentent et prédisent de manière ultra précise l'évolution des menaces informatiques étatiques. On pense évidemment à la Russie ou même à la Corée du Nord. Et comme on l'a vu ensemble dans notre précédent décryptage post-mortem sur l'incident OpenAI et Hugging Face, on a un vrai problème systémique quand il s'agit d'anticiper les véritables chocs technologiques. Aujourd'hui, on va décortiquer un paradoxe institutionnel complètement dingue de ce mois de juillet 2026. D'un côté, on a une obsession politique quasi maladive pour la surveillance de masse des citoyens, et de l'autre, une incapacité flagrante à protéger l'État de ses propres vulnérabilités. Au programme de ce décryptage aujourd'hui, 1. L'ombre russe. 2. Régulation IA avec le grand report. 3. Chat de contrôle et son illusion démocratique. 4. Turla ou 20 ans d'aveuglement. 5. L'État piraté et les fuites massives. Et on terminera sur le point 6, la confrontation entre les priorités politiques et les risques réels. Section 1. L'ombre russe. Menaces anticipées et réponses européennes. Faut bien comprendre un truc, la cyberguerre, ça ne sort pas du chapeau du jour au lendemain. Les capacités offensives de certains États étaient connues, ultra documentées et anticipées bien avant les crises qu'on traverse aujourd'hui. L'appareil européen et français d'ailleurs connaissait la menace cyber russe depuis plus d'une décennie. Regardez, dès 2014, la Russie a commencé à vraiment affûter ses cyberarmes, donc bien avant l'invasion de l'Ukraine en février 2022, et pourtant il a fallu attendre avril 2025, oui, 2025, pour que l'Union européenne et la France se décident à attribuer officiellement les attaques APT-28 aux GRU russes. Quand on voit cette chronologie, on constate tout de suite une sacrée lenteur institutionnelle face à un risque qui était pourtant parfaitement identifié. On passe à la section 2. Régulation IA, le grand report, comment le digital omnibus retarde des garde-fous cruciaux. C'est là que ça devient fascinant, parce que cette lenteur, on la retrouve exactement dans la régulation de l'intelligence artificielle. Et ça nous en dit long sur là où part la fameuse bande passante politique. Fin juin 2026, ils ont adopté ce qu'on appelle le Digital Omnibus. Pour faire simple, c'est un texte qui vient repousser de 16 mois les lourdes obligations administratives pour les IA à haut risque. Ça nous amène à fin 2027, voire 2028. Par contre, attention, il ne repousse pas tout. Les règles de transparence, l'interdiction des deepfakes non consentis ou les amendes colossales qui peuvent taper dans les 35 millions d'euros, ça reste actif dès le 2 août 2026. En gros, il garde le bâton pour sanctionner tout de suite, mais l'encadrement structurel des modèles les plus complexes est littéralement mis sur pause. Concrètement, quand on parle d'IA à haut risque, on parle de quoi ? On ne parle pas de petits chatbots, on parle des systèmes autonomes utilisés dans les ressources humaines, dans les infrastructures critiques, aux frontières ou dans la justice. Donc, pour résumer, la régulation des systèmes d'IA qui posent le plus grand risque systémique a officiellement été bottée en touche, repoussée à plus tard. Le vrai danger passe au second plan. Section 3, chat de contrôle, l'illusion démocratique. Ou comment forcer une législation contre la volonté de la majorité. Et c'est là que le paradoxe explose. Pendant que la gestion des gros risques liés à l'IA est retardée, la machine législative s'emballe dès qu'il s'agit de surveiller les citoyens ordinaires. Jetez un œil à cette chronologie complètement folle. Le 26 mars 2026, le Parlement européen dit non et rejette la prolongation de Chat Control, ce fameux texte qui permet de scanner nos correspondances privées. Le texte expire. Fin d'histoire, on pourrait croire ? Pas du tout. Quelques semaines plus tard, juste avant de partir en vacances d'été, le texte est ressuscité via une procédure accélérée et adopté le 9 juillet. Alors vous allez me dire, comment un texte qui vient d'être rejeté par la majorité peut-il être adopté ? Tout repose sur un tour de passe-passe procédural incroyable. En deuxième lecture accélérée, pour rejeter ou modifier un texte, il ne faut pas une majorité simple, c'est-à-dire juste plus de non que de oui dans la salle. Non. Il faut une majorité absolue. Ça veut dire la moitié plus 1 de tous les députés élus, qu'ils soient venus travailler ce jour-là ou pas. Concrètement, si un député est absent, son absence compte mathématiquement comme un vote oui au maintien de la surveillance. Le chiffre magique, c'était 361. Lors du vote, 314 députés ont voté contre Chat Control et seulement 276 ont voté pour. Donc la majorité écrasante des gens présents dans la salle s'y est opposée. Mais comme 314, c'est moins que les 361 requis, le rejet a échoué. La loi a été adoptée alors même que ceux qui ont voté étaient contre. C'est foulant. D'ailleurs, petite parenthèse, vu que pour nos institutions, l'absence vaut un grand oui, sur YouTube, c'est exactement l'inverse. Si vous ne likez pas, ne commentez pas et ne vous abonnez pas, l'algorithme considère que c'est un énorme non. Alors si vous aimez ce genre d'enquête, n'hésitez pas, c'est votre engagement actif qui fait vivre notre communauté naissante et qui nous permet de passer des heures à décortiquer ces sujets de souveraineté numérique. Bref, pour revenir à nos moutons, cette situation a rendu fou pas mal d'observateurs. Le député européen Patrick Breyer a d'ailleurs résumé ça de façon lapidaire en disant, je cite,
Le fait que Chat Control avance contre la volonté de la majorité des députés votants est une farce et nuit à la démocratie. Fin de citation. Et c'est difficile de lui donner tort sur ce coup-là. On arrive à la section 4. Turlan, 20 ans d'aveuglement face à la véritable menace qui opère sous les radars. Mettons un instant cette urgence à fouiller les messages de monsieur et madame tout-le-monde en perspective avec la vraie sécurité nationale. Voici Turla, c'est un groupe de hackers liés au FSB russe, actif depuis 2004. Dès les années 2010, ils s'infiltrent tranquillement dans les ministères français, la défense, la justice, les affaires étrangères. Ils se baladent. Et devinez quoi? Ce n'est que le 13 juillet 2026 que la France et l'Europe attribuent officiellement cette campagne. 20 ans d'espionnage sous les radars, dans les plus hautes sphères de l'État. Face à ça, le ministère des Armées sort un communiqué très officiel condamnant, je cite, « avec la plus grande fermeté les cyberattaques conduites sur son territoire par la Russie ». Mais l'ironie du timing est juste vertigineuse. L'État nous annonce fièrement la découverte d'un désastre de renseignement vieux de 2 décennies, à peine 4 jours après avoir grillé toute son énergie et sa bande passante législative pour forcer l'adoption de Chat Control. Le contraste est saisissant. Section 5. L'État piraté et les fuites massives ou les conséquences très concrètes de ses priorités mal alignées. Parce que oui, ce manque flagrant de sécurisation des infrastructures régaliennes, ça a des conséquences immédiates et directes. Gardez bien ce chiffre en tête, 111 528. C'est le nombre ahurissant d'agents de l'État dont les données ont fuité cet été. Le 26 juillet 2026, boum, une immense base de données du ministère de l'Intérieur se retrouve dans la nature. Nom, identifiant, adresse e-mail de policiers et de gendarmes. Le hacker, qui se fait appeler Misère, revendique ça comme une action politique en représailles au vote de Chat Control. Et le pire, c'est que ça arrive juste après une autre énorme brèche le 20 juillet sur le portail Banatiq exposant 91 000 élus. Alors que ces fuites soient officiellement confirmées ou pas encore par le gouvernement, le mobile du pirate, on s'en fiche un peu au final. La vraie leçon ici, c'est la fragilité structurelle et sidérante des bases de données de notre propre État. On arrive à notre dernière partie, la section 6. Priorité politique versus risque réel, le véritable coût du paradoxe de la bande passante. Petit point vocabulaire rapide pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde avant de conclure. Vous allez souvent entendre parler d'e-privacy. C'est la directive censée garantir la confidentialité de nos échanges. Vous entendrez aussi CSAM pour matériel d'abus sexuel sur mineurs. C'est le motif officiel et évidemment légitime utilisé pour justifier le scan de nos messages. Et tout ça, ça se négocie discrètement dans les trilogues, les réunions à huis clos de l'UE. Et c'est avec tout ce contexte qu'on voit le désalignement total de la politique technologique européenne aujourd'hui. Bien sûr, soyons clairs, il n'y a aucun lien de cause à effet direct entre l'incident OpenAI dont on parlait la dernière fois, les espions russes et Chat Control. Mais il y a un fil rouge, un lien thématique incontestable. On a une incapacité systémique à anticiper le vrai risque. La bande passante politique, le temps des législateurs, leur énergie, tout ça est dépensé pour forcer la surveillance des citoyens ordinaires. Et pendant ce temps-là, un réseau d'espionnage russe fait ce qu'il veut pendant 20 ans, les données de nos policiers fuitent par milliers et on repousse à 2027 les lois sur les IA les plus dangereuses. C'est ça, le paradoxe de la bande passante. Face à ce bilan de l'été 2026, il y a une vraie question qui se pose, et je vous la pose directement. Si nos institutions galèrent à sécuriser leur propre ministère contre 20 années d'espionnage, si elles ne peuvent pas protéger les données de plus de 100 000 de leurs propres agents de sécurité, pourquoi est-ce que l'urgence absolue, vitale, se concentre sur le fait de casser le chiffrement des communications de vous et moi? Je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas à partager ce décryptage, c'est essentiel pour faire circuler l'information. L'espace commentaire est grand ouvert pour en débattre. Est-ce que cette gestion des priorités vous donne vraiment un sentiment de sécurité aujourd'hui? On se retrouve très vite pour la suite. Salut!